Salut à tous, c'est François, j'espère que vous allez bien ou que vous irez mieux. Donc aujourd'hui, nouvel épisode du podcast On réécrit. Donc comme son nom l'indique, le principe est très simple, c'est que on prend une heure avec les invités pour réécrire un film connu. Aujourd'hui, on va parler de Prometheus et les invités sont deux personnes de très grande qualité. Le premier est déjà venu dans ce podcast pour parler de Jurassic World. C'est un créateur de talent qui parle d'histoire et de cuisine, qui aime beaucoup trop les plats japonais. J'ai bien entendu parler de Dave. Coucou Dave. Coucou. Comment ça va ? Ça va fort bien toi-même ? Bah écoute, ça va, très content de faire ce podcast avec vous. Et la deuxième personne, c'est la première fois qu'il vient sur ce podcast, c'est un ami cher, presque un frère, un mec que j'aime fort, il rigole déjà, un mec que j'aime fort et avec qui je ne pouvais pas faire ce podcast de Prometheus. J'ai bien entendu parler de Mike Alone. Salut Mike Alone. Salut. Comment tu vas ? Moi ça va parce qu'il fait moins chaud. Oui, du coup c'est mieux. Oui, effectivement, sur le coup au moins on sait qu'on va pas crever de chaud au bout de 5 minutes, c'est déjà pas mal. Donc là, comme je disais, on va parler de Prometheus, donc le film de Ridley Scott qui est sorti en 2012, si je me souviens bien. Ouais. C'est ça, exactement. C'est ça. 2012, ouais. Et, qui est censé être un préquel d'Alien, mais qui a beaucoup divisé parce que au niveau scénario, c'était un peu balbutiant à essayer de prendre dans des aspects religieux un peu mystiques, sans réel lien avec Alien, donc c'était très étrange et ça n'a pas forcément, même s'il a plutôt bien marché, ça n'a pas forcément plu aux gens. Il y a une suite qui s'appelle Alien Covenant qui a encore moins bien marché et qui a encore moins satisfait les gens, mais voilà, vous c'est quoi un petit peu votre avis sur Prometheus? Donc j'ai commencé par Dave. Bah écoute, j'ai un rapport très compliqué à ce film, tu vois. Parce que mon premier visionnage de ce film c'était à l'avant-première au Grand Rex. Et le truc en fait c'est que dans mon ancien taf, j'étais beaucoup sur la route et en fait je devais être à La Rochelle ce jour-là. Donc je suis rentré, je suis parti à La Rochelle le matin et je suis rentré exprès pour voir ce putain de film. Dans la même journée. Oh putain, oh la vache, tu vas tellement être déçu. Donc ça fait à peu près 10 heures de route effectivement. Et en fait quand je l'ai vu, je me suis juste dit... J'étais sûrement trop fatigué pour apprécier, tu vois. Ouais. Et du coup, je suis retourné le voir et je me suis dit, je comprends pas. Donc, je l'ai revu en Blu-ray après plusieurs fois, dont hier notamment. Et je comprends toujours pas, en fait, ce que Ridley Scott a voulu faire. On dirait, tu sais, que son ego a été blessé par tout ce qu'il y a eu après son premier film. Et du coup, il a voulu reprendre les rênes, sauf qu'il est devenu sénile. Oui. Et du coup, ben, il fait n'importe quoi. Et ce film ne va pas bien. Ce film est malade. Voilà. C'est tout ce que je peux dire dessus. Non, mais je suis assez d'accord. Et toi, Adrien, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, moi, j'ai un rapport aussi particulier avec ce film parce que, à la base, j'adore la série Alien et même les trucs pas glorieux de la série Alien, comme les Alien vs Predator, je les aime bien comme plaisir coupable. Du coup, moi, c'est rigolo. Requiem est rigolo, mais du coup moi j'aime beaucoup ces films-là, et du coup moi quand on m'a dit on va faire un préquel Alien fait par le mec qui a fait le premier, moi j'étais content, je me suis dit waouh trop bien, ça peut donner des trucs cool. Et après à un moment donné ils ont dit bon alors finalement ce sera pas un préquel d'Alien, ce sera juste un film dans l'univers avec l'ADN d'Alien. Et moi, en fait, à partir de ce moment-là, j'en ai eu plus rien à foutre parce que ça correspondait plus trop à ce que je voulais. Mais je l'attendais quand même en espérant qu'il y ait un feeling un peu similaire au premier Alien. Et en vrai, non, j'ai pas. Pour moi, le film, il foire tout. Le film essaye de se vouloir comme un espèce de réflexion une réflexion philosophique sur d'où vient la vie, l'homme par rapport à la création, surtout pas autant que sa suite, mais quand même. Et à côté de ça, il essaye de te mettre des éléments un peu horrifiques de temps en temps, mais ça passe pas. Les personnages sont cons, mais pas forcément de la connerie. Des fois, les personnages peuvent être cons parce que des fois, c'est cohérent d'avoir une réaction stupide. Mais là, il y a des moments, c'est juste débile, quoi. Les personnages, des fois, changent de comportement du tout au tout, tu sais pas pourquoi. C'est extrêmement bordélique. Et en plus,
ça, au final, essaye beaucoup plus de faire des raccords à Alien que ça avait dit que ça le ferait. Et ça ne rend pas ça ça ne rend pas le projet, l'initiative plus réussi pour autant. Ça aurait même tendance du coup à provoquer des soucis supplémentaires. Oui, dont le fait qu'à la fin de ton préquel d'Alien, tu n'as toujours aucune idée de comment ça raccorde avec Alien et que du coup tu dois faire une suite qui à la fin non plus tu sais pas non plus toujours ce que ça a à voir avec le premier Alien. C'est ça, le film te laisse avec plus de questions que t'en avais en fait. Il t'en crée des nouvelles mais dont t'as pas spécialement envie d'avoir les réponses, tu vois. Oui, c'est ça, non mais je suis complètement d'accord. Non, je suis complètement d'accord. En fait, c'est un film qui... pareil, tu vois, j'avais bien envie de le mater. J'avais vu, il y a pas longtemps avant, hein, peut-être un an avant, j'avais maté vraiment toute la tétralogie Alien et vraiment, j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé le premier, j'avais adoré le deuxième. J'avais bien aimé le troisième, même s'il a des gros défauts. Le quatrième, je l'ai pas trop blairé. Mais un peu comme toi, Michael Owen, c'était vraiment le Predator Requiem. Ils sont rigolos. C'est vraiment des petits nanars, tu sais, un peu fun à mater et que vraiment pas prise de tête. Et là, ouais, Prometheus, ça vendait quelque chose. Le trailer était quand même très anxiogène, très prenant, avec sa musique. Ouais, t'avais une ambiance un peu à la Alien dedans. Ouais, c'est ça. Et c'était vraiment... Enfin, c'était bien amené, quoi. Vraiment, moi, j'avais bien envie de le voir. Et vraiment, le film n'est pas intéressant. C'est ça qu'en fait qui est grave, c'est que on te promet un film de science-fiction qui va te parler de ton existence, de la vie sur Terre, de l'avenir de l'humanité, etc., de ton créateur, machin, et c'est pas intéressant. C'est ça qui est grave, les personnages sont vraiment pas attachants, alors que tu as le premier Alien, les personnages étaient attachants, dans le deuxième aussi, c'était des personnages que tu arrivais à apprécier et qui étaient cool. Là, dans ce film-là, ils sont tous détestables, ils sont tous en train de se mettre sur la gueule. Je me dis, mais putain, vous faites une équipe de scientifiques qui doit aller aux confins de l'univers. Enfin, mettez des gens qui s'entendent bien, un minimum. Je sais pas, nous faites pas des gars qui vont se mettre sur la gueule à 24. Donc déjà, moi, ça m'a un peu... travail de préparation, tu les fais cohabiter un peu ensemble avant, par exemple. Bah oui, c'est ça, tu vois. Enfin, et au moins, tu vois, c'est quand dans Alien, c'est une équipe d'éboueurs, tu vois, c'est une équipe d'éboueurs de l'espace, ça passe, tu vois. C'est vraiment les personnages se connaissent et donc c'est pour ça qu'ils s'entendent bien. Mais là, vraiment, pour moi, ça ne fonctionne pas. Les questions qui sont amenées. Sont pas intéressantes. Les ingénieurs ne sont pas intéressants. L'alien, tu le vois jamais, vraiment. Tu vois des sortes de prototypes. Mais qui sont jamais importants en fait. Ça essaye de temps en temps d'apporter une composante un peu horrifique avec des créatures, tout ça, mais les créatures soit disparaissent très vite, font juste un kill et sont plus là. Soit tu prends le poulpe à la fin, ne sert que à éliminer la menace de l'ingénieur en question. C'est ça. Ça manque de consistance. Il manque un vrai enjeu, une vraie menace que tu sens arriver directement. Même le lieu n'a pas l'air d'être une menace tant que ça au final. Bah c'est ça, et au final cette huile noire qui est utilisée pour peut-être créer l'alien, etc., enfin créer les monstres, c'est complètement aléatoire. C'est une sorte d'objet, de substance qui peut tout faire. Et au final, ça n'a aucun sens. Tu dis, mais comment c'est possible ? En fait, t'as l'impression que ce extraterrestre, c'est magique. Tu fais, mais non. Enfin, je sais pas, donne quand même des règles à ton truc, parce que là, ton personnage, soit il va devenir zombie, soit il va avoir un monstre qui se développe chez toi, soit ça te brûle la gueule. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Et vraiment, et puis là, c'est un film qui apporte rien, qui t'apporte que des questions sans réponse, et que tu n'as pas envie, dont tu n'as pas envie de connaître la réponse. Et je trouve ça très très dommage. En fait, moi, comme à chaque fois c'est le terme que j'emploie, pour moi ce film est vain, en fait. Oui, totalement. Donc voilà, vous pouvez sentir que nous sommes pas très joasses devant ce film. Et donc, c'est pour ça qu'on va, pour cette réécriture, se dire,
qu'on va réellement faire un vrai préquel d'Alien comme c'était prévu à la base, tout en essayant de garder le principe de base de Prometheus, c'est-à-dire le vaisseau qui part en expédition, et le casting de base avec Shaw, David, etc. Voilà, pour essayer quand même qu'on se dise c'est vraiment Prometheus avec le vaisseau qui va à une expédition particulière sur une planète avec l'équipe, mais où là c'est vraiment un seul film, c'est un vrai préquel d'Alien, il n'y aura pas de suite, préquel, rien, c'est vraiment pur préquel d'Alien. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Absolument. Oui. Oui, parfait. Donc je lance le minuteur, hop, 1, 2, 3, go. Donc, pour vous, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait comme composante pour un préquel d'Alien ? De la tension déjà. Ouais. Une menace. Grosse question. Quelque chose. Bah, en fait, déjà, faudrait voir pourquoi ils arrivent pourquoi ils y vont, comment ils y arrivent, ce qu'ils y trouvent en premier lieu. Et comment relier ça à la saga Alien, enfin en tout cas au premier Alien. Il faudrait qu'en gros, quand ces personnages-là partent en exploration, donc grâce à la Weyland, donc ils vont sur une planète, il peut très bien y avoir le même truc des étoiles, hein, sur les peintures rupestres, etc. Ah oui, absolument. Tu peux dire ils ont découvert une planète, il y a une espèce de message qui a été envoyé et eux ils envoient une mission mais limite vraiment d'exploration pour savoir ce que c'est. Même pas, en enlevant le principe de c'est ceux qui nous ont créés, on va chercher d'où on vient, peut-être juste dire on a les moyens d'aller voir ce que c'est. Oui. Et après bon, le fait que ce soit un gros industriel qui dirige le truc peut mettre toutes les composantes un peu greedy que tu veux pour en faire quelque chose de... c'est ça. Peu importe l'objectif, après j'ai envie de dire, le gars peut vouloir coloniser une planète, peut vouloir découvrir des trucs, mais en tout cas, ça donne un point de départ correct en tout cas. Ouais, c'est ça. Et puis au moins, tu peux te dire que le personnage peut être un mec un peu mystique, etc. Tu sais, tu peux très bien partir dans ces trucs-là où il se dit, tiens, peut-être qu'on va découvrir des choses qu'on ne connaît pas sur nous, etc. Tu vois, c'est si on veut garder le même principe, on va dire, de la théorie des anciens astronautes, etc. Sans partir dans le délire des ingénieurs non plus, mais vraiment pour dire que, voilà, il y aurait ce personnage de la Weyland, de Charles Weyland. Il s'appelle comme ça, hein, c'est... Il me semble, oui. Enfin, de Weyland qui se dit, voilà, c'est bon, je mets de la thune pour ça parce que je pense qu'on peut, ça peut m'aider moi et ça peut aider mon entreprise. Bah, tu peux te dire, à la base, si on part du délire de, sans parler d'avoir créé l'humanité, qu'on a été visité par des gens qui avaient une technologie supérieure, juste un gars qui se dit, il y a peut-être moyen de faire des avancées... des avancées conséquentes en allant voir ce qu'il y a là-bas. Après, oui, voilà. C'est ça. Après, du coup, tu crées l'expédition ou avec le vaisseau qui y va. Et après, par contre, c'est au niveau du déroulé des événements sur place que il faut faire quelque chose d'un peu différent, quoi. Oui, complètement. Et de toute façon, il faudrait que déjà, à la base, c'est une équipe déjà qui est au courant de ce qui se passe. Qui justement quand ils sont amenés dans ce vaisseau, quand ils se réveillent d'un voyage qui a duré 2 ans, ils savent déjà pourquoi ils y vont. Oui, que ça évite à des personnages de péter des câbles ou que ça évite que les personnages passent leur temps à questionner. Après, en y repensant, les gens savent jamais sur quoi ils vont tomber dans les films Alien. Oui, mais après la situation n'est pas la même. Après, soit dit en passant, là, ça, le truc que tu dis, c'est plus un reproche qu'on peut faire effectivement à Prometheus, dans le sens où ils vont chercher quelque chose de très, très important. Après, dans un contexte où tu y vas dans un but entre guillemets un peu lucratif, tu peux te dire que les gars, ils vont pour faire de l'exploration. Et du coup, à ce moment-là, là, ça, tu le sais de toute façon. Ça, même dans Prometheus, les personnages le savaient qu'ils allaient là-bas pour chercher... quelque chose. Du coup, là, la question ne se pose pas parce que tu y vas pas en mode on va chercher l'origine de la vie. En fait, non, parce que quand j'y repense, à part Shaw et Holloway et Vickers, par extension, ils savent pas en fait qu'ils font des paris sur pourquoi ils sont là. Oui, il y en a un qui, il y a les 2 pilotes qui font le pari. Eux, ils disent que c'est pour
pour de la terraformation. Ouais. Et après, ouais, le biologiste et le géologue, par exemple, ils savent qu'ils vont avoir des trucs à voir, mais le géologue, justement, il dit moi, à la base, je suis là pour étudier des cailloux, les monstres, c'est pas mon truc. Après, il hurle au visage de chaud et il se barre. Oui. Parce que là, sur le coup, tu dis pourquoi vous amenez vous faites voyager des gens pendant 2 ans dans des trucs de stase, etc., pour leur dire mais en fait, on va chercher ça. Tu fais bah non. C'est ça, puis sortez-leur au moins un mytho, je sais pas, tu vois. Oui, voilà, tu peux leur dire on y va. Bah, justement, en plus, pour moi, la terraformation, c'était le meilleur mytho possible, en vrai. Et surtout, de la part de Wayland, ça serait juste pas étonnant qu'il mitonne, parce qu'il mytho à chaque fois. Donc, tu peux te dire juste, à la limite, tu peux partir du principe, justement, que eux, ils vont avec une équipe sous couvert de découvrir une planète potentiellement colonisable et la terraformer, tout ça. Et en fait, le gars, lui, en sous-texte, enfin je cherche un truc beaucoup trop compliqué pour dire en loose day, quoi. Oui. Que lui, il y va pour vraiment cette histoire de découvrir des technologies aliens, mais sans en parler à personne, parce que lui, son objectif, c'est ça, mais que les autres le sachent, c'est pas son problème. Après, c'est un peu stylé, parce que ça veut dire que d'ici 70 ans, on sera non seulement capable de voyager à plusieurs années-lumière, mais en plus de terraformer des planètes. Et en plus de terraformer des planètes. Voilà, il est fort, c'était Elon Musk. Grâce à des bombes atomiques et de l'eau vaporisée. Parce que, genre, juste pour remettre en perspective, ça fait 50 ans qu'on a marché sur la Lune. Et là, on n'est toujours pas allé sur Mars. Ouais. C'est... Ouais. Je crois qu'on va devoir remettre l'éthique de côté très fort pour accomplir autant d'avancées. À mon avis, c'est dans un univers où c'est les corporations qui commandent. En même temps, ça serait pas déconnant vu qu'ils voulaient aussi lier ça avec Blade Runner. Un truc dystopique où les entreprises ont le pouvoir. Ça a l'air d'être un peu le cas déjà de toute façon quand tu prends la Weyland-Yutani dans Alien et dans Aliens. Bon, dans tout en fait. Oui. Non, en fait, oui, dans tout. Dans les trois où elle est. L'éthique, elle n'existe pas chez la Weyland. C'est genre, c'est un monde. Enfin, le capitalisme l'a emporté sur tout. Hein. Mais il faudrait quand même que pour le coup, préquel oblige, ce soit vraiment les méthodes de Weyland sont toujours les mêmes, mais préquel oblige qu'à ce moment-là, c'est vraiment la première fois où ils entendent parler du xénomorphe. Et donc que ce soit vraiment le premier vrai contact, parce que c'est vrai que dans Alien, ils le savent déjà. La compagnie sait que c'est là, mais nous on sait pas comment ça se fait. Donc là, ce serait le premier vrai contact. Donc pour moi, donc ça voudrait dire que le film se passe sur la planète LV426. Pour moi. Ou sur une planète à côté, ouais. À la limite, ouais. Mais le truc, c'est après, c'est une base d'essais militaires, donc ils en ont sûrement d'autres. Oui. Et par contre, sur la planète sur LV426, il n'y a pas vraiment d'autres trucs. C'est vraiment un vaisseau qui s'est écrasé là. Donc, ce serait plus un truc où tu as un genre de... Enfin, le premier acte, ce serait arriver sur la planète. Et ça se terminerait... Le deuxième aussi, et ça se terminerait soit dans le vaisseau, dans l'espace, soit directement sur le planétoïde LV426. Oui, c'est ça, ouais. Donc à mon avis, le dernier acte pourrait se passer complètement, ou même à chaque fois il y a toujours un quatrième acte. Voilà. Donc ça pourrait très bien se passer là, et voilà. Ça, il pourrait très bien avoir le vaisseau qui part dans l'espace, genre il était sur LV425 ou un truc comme ça, et est parti sur une planète d'à côté, tu vois, par exemple. Concrètement, il s'est crashé, donc. Parce que du coup, en fait, il faut qu'il y ait des survivants, ou en tout cas qu'il y ait un truc qui subsiste pour que les gars sachent ce qu'ils vont chercher après. Donc on peut se dire à la limite que le vaisseau, une fois le truc qui fait qu'il s'est crashé sur la planète, c'est après les événements, et que le crash c'est la conclusion. Et justement, le Space Jockey avait un facehugger un chestbuster, il est mort, il a perdu le contrôle du vaisseau, le vaisseau s'est écrasé. Voilà, parce qu'après tu peux finir avec... parce qu'ils ont essayé de refaire le même message que Ripley à la fin du premier. À la fin de Prometheus, ouais. Donc tu peux faire pareil, genre... Shaw et David qui vont récupérer un autre vaisseau, et l'ingénieur il se barre, et effectivement il y a un œuf qui s'est ouvert dans le sien, tu vois. Mais après, le signal de détresse vient du vaisseau. Vient du vaisseau en question. Bah, tu peux même dire que c'est un truc qui se fait automatiquement quand le vaisseau se crache. Oui.
J'estime que quand tu as un niveau de technologie qui te permet de faire ce genre de truc, tu peux te dire, une fois que le vaisseau il a eu un accident, ça déclenche une balise de détresse. Ouais, parce qu'il va jouer de la flûte quand t'es en train de paniquer. D'ailleurs, ça pourrait être pas mal de faire en sorte que ce ne soit pas contrôlé par des instruments de musique. Oui, c'est pas. Moi, je suis pas contre virer ça. Ouais, oui, surtout que ça me ferait pas me poser cette question de. Mais du coup, David, ils ont fait en sorte que l'Android ait un souffle ou pas ? Parce que ça fait partie des trucs tout cons. Parce que si c'est juste une boîte vocale, effectivement, il a pas besoin d'avoir un souffle pour jouer de la flûte. Il a pas de souffle, donc il peut pas jouer de la flûte, mais il dit à Holloway que il a été fait de manière à ce que les humains se rendent pas compte qu'il est pas humain. Du coup, je pense qu'il a un genre de respiration. Il a une respiration artificielle. Je pense que c'est pareil pour les autres, puisque les gens se rendent jamais compte de prime abord que c'est des androïdes. Mais du coup, si David avait des lunettes, est-ce que ça ferait de l'abus dessus s'il portait un masque pendant une pandémie ? Putain, c'est une vraie question. Et du coup, on aurait dû voir, est-ce que son masque, il a de la buée sur son masque quand il l'a, avant qu'il le retire tous, parce que visiblement l'air est respirable. Ça, c'est quand même. On peut genre faire en sorte qu'ils ne fassent jamais ça, les gens. Ouais, et que ce soit bien. Pas que le film ne se résolve pas par le fait que s'ils avaient porté un casque, il se serait rien passé. Oui, bon, ça c'est plus pour Covenant, mais oui, parce que Covenant, ils arrivent avec des chapkas. J'ai fait mais putain, allez vous faire foutre. Non mais oui, c'est genre, enfin, vous êtes pas sur Isla Nublar, les gars, tu vois, genre calmez-vous. Oui, non mais c'est ça quoi. Tu dis mais pourquoi vous faites ça, les gars ? Vous êtes sur une planète extraterrestre. Vous ne savez pas de quoi est vraiment composé l'air. Mais l'air est respirable, donc c'est bon. Et au final, il y a vraiment des pathogènes dans l'air, donc. En plus, oui, clairement. Non, mais surtout qu'en plus, si tu. Ce film est une très bonne campagne promotionnelle pour le port du masque, quelque part. Oui, non, mais c'est clair, non, mais parce que en plus, même dans notre monde, t'as eu des cas de grippe, etc., qui sont transportés dans notre pays. Dans d'autres pays où, sur le coup, les gens sont morts parce qu'ils n'étaient pas habitués à ça. Donc, dans une autre planète. Enfin, les gars. Bah, du coup, on fait en sorte de retirer tout ce qui est pathogène du film, histoire que ce soit même pas une question. Oui. Pour moi, on garde Shaw et David comme derniers survivants. Ouais, totalement. On garde Idris Elba parce que j'ai besoin d'un Idris Elba toujours. C'est normal, on a toujours besoin d'Idris Elba. Oui, non, mais qui passe pas de j'en ai rien à foutre à tout d'un coup je suis hyper impliqué de la même manière. On en parlait pour Holloway qui tout d'un coup devient dépressif, alcoolique, mais c'est vrai que le perso d'Idris Elba avec les deux autres au début sont très j'en ai rien à foutre, ils se foutent même de la gueule des deux gars qui sont isolés de leur vaisseau, tout ça, et tout d'un coup il devient je ramène ces trucs chez moi et je vais cracher mon vaisseau contre leur. Il y a un changement de comportement que j'ai pas vu. Oui, clairement. Parce que tu vois que le mec était là vraiment que pour la thune et ses potes, quoi, c'est tout. Ouais, mais après, là, on leur dit, parce qu'à la base, ils sont en mode, on va pas rentrer, et Shaw leur dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il y aura nulle part où rentrer, en fait, Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais même avant ça, en fait, avant le truc, il y a eu la scène où elle a vu Wayland, et où lui, il arrive après, il lui résume un peu ce qui, pour lui, s'est passé. Tu sens qu'il y a un moment donné où Ouais. Ça aurait été bien, même si le changement de comportement est pas incohérent, ça aurait été bien de le montrer de plus en plus, se rendre compte que c'est la merde et pas juste « Ah, machin est devenu un zombie et voilà ». Et déjà, il faudrait beaucoup moins de personnages. C'est que déjà, dans l'équipe, ils sont genre 17 ou 18. Ou alors... Faut se dire, on en met 8 et puis voilà. Ou alors, à la manière d'Aliens, il y en a beaucoup, mais t'essayes de les caractériser un minimum, mais surtout tu te retrouves avec la moitié du groupe très vite, quoi. Ouais, parce que typiquement, à chaque fois que je remate le film, et ça m'a fait le coup encore hier... C'est qui, lui ? Il y a une nana avec une coupe au carré assez âgée, qui est dans l'équipe médicale, je pense, qui se prend une torgnole de l'espace... de l'ingénieur, là. Et pendant tout le film, j'étais en mode, attends, mais elle fait quoi, elle, dans le truc, déjà ? Parce que oui, tu la vois juste pendant le truc où ils autopsient la tête. Après, tu la vois plus jusqu'au moment où... Shaw elle est enceinte et que elle et l'autre mec essayent de l'attacher, enfin de la mettre dans son pote de stase, et après elle accompagne Wayland, elle se prend une totard et c'est fini, quoi. C'est ça, et pareil, il y avait deux autres mecs de l'équipage, ils parlent jamais, on les voit jamais, ils sont juste là pour se faire tuer par Fifield au final. Ouais. Et de la même manière qu'il y a un des gars, tous les gars qui sont là un peu point de vue militaire, c'est vraiment, ils sont là pour servir de chair à canon, mais avec laquelle t'as aucune implication puisque tu n'en parles pas, quoi. C'est ça. Voilà.
C'est vraiment parce que je crois qu'il y en a encore un je crois qu'il y a un personnage qu'on voit, on sait qu'il y en a un, mais qu'on ne sait pas ce qui devient, donc il devait être dans le vaisseau au moment où il s'est écrasé contre le vaisseau extraterrestre. Le mec était au chiottes où faisait sa sieste, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est... Et là, d'un coup, il se prend une accélération d'enfer, il comprend pas. Et boum. Boum. Et là, tu vois, il dit, putain, j'aurais jamais pensé mourir comme ça. Non, il a pas le temps de finir cette... J'aurais jamais pensé... Et ça explose. T'as une Nexus qui avait fait cette petite blague sur ça, sur les deux mecs qui boivent du thé, tu sais, qui sont en mode non mais on est si important pour l'équipe, etc. On nous préviendrait. Et là il meurt d'un coup, tu vois. Mais c'est exactement ça. Et de toute façon, en fait, il faudrait soit tu mets une équipe beaucoup plus réduite, soit comme tu dis, faire en sorte qu'il y en ait 17 ou 18, mais que t'en as une bonne moitié qui crève, mais au bout de peut-être 20 ou 30 minutes de film, tu vois. Peut-être pas autant, mais ouais, parce que tu prends Aliens par exemple, c'est pareil, il y a à peu près autant de Marines, mais bon, déjà t'as un peu plus de moments où chacun tu les vois faire un truc parce qu'ils séparent les groupes, mais qu'on suit les groupes, et ouais, t'en as la moitié qui meurt sur le premier assaut, mais à l'exception de un dont je me souviens toujours seulement au moment où on dit son nom qu'il existe, tous tu les as vus au moins une ou deux fois. Du coup, ouais, si tu fais un truc de entre guillemets traquenard à l'Alien, mais pas aussi calculé que d'habitude, c'est des gars qui arrivent sur la planète. On dit ouais, on est là parce que on a découvert cette planète potentiellement habitable, tout ça, faut l'explorer, déterminer si elle est viable. Ouais, ou même tu as les mecs qui veulent faire un truc de terraformation et au final le sol s'écroule sous eux et puis ils meurent, tu vois. Tu peux avoir des trucs comme ça. Non, mais vraiment le principe de te dire, si tu viens sur cette planète, tu estimes d'abord qu'il n'y a rien qui est menaçant avant même de la terraformer ou quoi. Oui. Ils découvrent un entrepôt des ingénieurs, enfin des space jockeys, qui seront des espèces de gros trucs avec une trompe et pas un casque avec des... pas un casque avec une tête de mec en dessous. Le personnage de Weyland, ou Vickers, qui est la personne qui le représente, sait ce que c'est, parce qu'en fait c'est ça le vrai objectif, mais là les personnages autres ne le savent pas et disent « Ah, on a découvert un truc » et elle leur dit d'explorer. Et là, à la limite, tu peux dire que dès ce moment-là, ça se passe mal. Et après, tu peux mettre le coup de la tempête qui les empêche de redécoller, qui était aussi dans Covenant et qui est toujours un moyen de créer un huis clos. Mais carrément. Ça me semble un bon moyen de départ. Bah clairement, ouais. Est-ce qu'on peut faire en sorte que genre Weyland est vraiment mort et on n'a pas à scoltiner ça, tu vois? Ouais, grave. Oui, bah on peut dire que Weyland est vraiment mort et que c'est vraiment Vickers la chef, et lui mettre un peu plus de traits de caractère pour que tu te dises pas mais c'est un robot ou pas pendant tout le film. C'est ça, tu vois. parce qu'en plus la Weyland, enfin le bail de Guy Pearce avec ses prothèses. Ah ouais, ça c'est en plus c'est dégueulasse, hein. Alors soit c'est vraiment un mec qui a utilisé tout son pognon pour vivre très très longtemps et que c'est pour ça que son corps est aussi dégradé, parce que sinon je pense que quand t'as ses moyens tu te fais un lifting de temps en temps, quoi. Bah ouais, parce que attends, il est censé avoir quel âge? Parce que genre en fait, en plus tout ça c'est pour du matériel de promo que personne n'a vu. Oui, bah c'est une scène où tu le vois faire une conférence genre longtemps avant. Donc en fait, ils ont justifié la présence de Guy Pearce avec des prothèses dans le film par une promo avec Guy Pearce pas dans le film. Je n'ai jamais compris le marketing de Prometheus et Alien Covenant. Ils ont enlevé tellement de scènes qui étaient super intéressantes et super importantes juste pour YouTube. Je comprends pas. Mais oui. Et puis comme ça, oui, en plus, je pense que ça peut être pas mal de garder toujours dans ce délire, parce que moi c'est un truc qui entre guillemets fait que un préquel d'Alien peut me poser problème, garder un côté très mystérieux chez la compagnie on voit jamais vraiment les leaders de la compagnie. Bah, Charles Weyland on l'a déjà vu. Ouais, mais on l'a vu dans Alien vs Predator et il est pas canon. Attendez, enfin, je suis désolé, du coup, enfin, le public ne verra pas, mais Lance Henriksen, qui jouait Bishop, et donc Charles... Oui, c'est le Weyland de Alien vs Predator. Ouais. Mais en fait, non, mais je vous envoie sa photo aujourd'hui. Oui, il ferait un Weyland vieux tout à fait crédible. Il a le bon âge.
Bah, Oui. bien sûr. Mais d'ailleurs, ça, c'est ce que. Putain, alors sur cette photo, je trouve qu'il ressemble un peu à Jonathan Pryce. Ah, de ouf. Oui, de ouf. Mais du coup, en plus, ça, pour le coup, je crois que c'était justement Durandal qui en parlait dans sa vidéo sur Prometheus, du fait que pourquoi ne pas avoir repris le même acteur. Bah oui. C'était une belle manière de boucler la boucle. Ouais, mais je pense que c'est Ridley Scott qui a fait bah non, il est arrivé sur Alien 2, c'est pas moi qui ai fait ça, donc non, je veux pas. Bah en vrai, je pense, ouais. Je pense vraiment que c'est ça. Du coup, soit tu mets vraiment un Wayland, soit tu le mets en... Tu peux même faire un truc où on te le présente... Ouais, mais ça ferait une sous-intrigue en plus, mais une intrigue où tu le vois en hologramme sans jamais savoir qu'en fait, il est mort depuis longtemps et que c'est quelqu'un... que c'est devenu une... Ouais, mais non, ça rajouterait une sous-intrigue pas intéressante. Enfin, pas forcément intéressante. Bah, sur le coup, en plus, on peut vraiment juste se concentrer sur la fille, vraiment, la fille de si Wayland, on la laisse sa fille, ouais. Voilà, si on laisse sa fille... Qui limite, on peut lui rajouter comme intrigue qu'elle y va pour asseoir pour prouver qu'elle est digne de reprendre l'entreprise paternelle. Bah ouais, pour moi, limite, ça serait vachement intéressant que ça soit elle qui dise, c'est limite, à la place de Wayland, qu'elle se dise, c'est moi qui va lancer l'exploration pour que justement l'entreprise voit que je suis capable de ça, tu vois. C'est que vraiment ça soit par pur ego qu'elle a fait ça et pour asseoir son emprise. Comme ça, ça peut faire son enjeu à elle et ça peut lui faire sa raison à certains moments de mettre volontairement la vie de gens en danger pour justement... Pour le bienfait de l'entreprise, quoi. Pour le bien de l'entreprise et pour le bien du scénario qui a besoin de gens qui meurent de temps en temps. C'est ça. Et puis là, le personnage de David qui... là, sur le coup, serait un androïde qui a été créé par Wayland, mais qu'il considère comme son fils. Donc là, sur le coup, le fait que Wayland soit mort et que David doive être un peu un serviteur de Vickers, ça peut être super intéressant parce qu'il se dit, mais merde, quoi, je suis l'héritier presque, tu vois, du truc. Oui, donc, tu peux faire une vraie rivalité entre les deux, entre David qui, entre guillemets, a intégré dans ses programmes toute la volonté de Wayland qui l'a créé, et Vickers qui a son propre agenda, et les deux s'opposent, et comme ça tu peux garder le côté David, c'est l'antagoniste de Vickers, en tout cas dans l'histoire. C'est ça, et puis surtout, il faudrait faire en sorte de rendre David plus sympathique. Parce que vraiment, enfin, tu peux pas lui faire confiance. C'est vraiment... À aucun moment tu lui fais confiance à ce truc-là. Tu peux pas. Il y a une vague rivalité, mais que David comprend même pas au final. Ouais, c'est ça. En fait, elle est rivale, mais pas lui. Et sans doute lié au fait que lui est constamment en contact avec son créateur / maître, et que du coup, il a ce côté, il est relié à sa mission, que elle est jalouse de ça. Mais du coup, si Wayland est mort, lui, il peut être un peu plus perdu du fait que il a plus son Wayland qui est un peu son phare, on va dire. Ouais, qui est son père, son maître, celui qui l'a créé, tu vois. Et là, ça peut être vachement intéressant. Donc, ces personnages-là partent en vaisseau d'exploration sur une planète, donc on va dire LV425. Bon, une planète qui est dans le même système. 233, on la garde. Hein. Ouais, voilà, tu peux dire que c'est une planète qui est dans le même coin. Oui, voilà, ça, on va dire LV223 ou LV233, voilà, sur le même coin. Donc, ils arrivent pour une mission, on va dire, de terraformation et de recherche, parce qu'ils se disent que via les peintures rupestres, ils disent ok, ça veut dire qu'il y a une planète qui est habitée, en tout cas qui peut être vivable, et peut-être rencontrer d'autres personnes, mais on va surtout l'utiliser pour que ça soit une nouvelle planète vivable. Après, on s'attarde beaucoup sur le pourquoi, mais on n'est même pas obligé d'utiliser les peintures rupestres pour la mission en elle-même. Tu peux créer un truc où en fait à la base on pensait avoir découvert une planète et qu'en fait genre un personnage en fouillant des archives ou un truc se rend compte qu'il y avait cette espèce de carte qui avait été laissée et que du coup se rendrait compte que l'objectif de la mission est... Les gens savaient ce qu'ils venaient chercher en fait et que c'était pas une surprise la présence de ce truc là. Ouais, parce que du coup Shaw et Holloway, faut qu'ils aient quand même une raison d'être là, tu vois, c'est des archéologues. C'est ça. À la limite, ils ont présenté le projet à Wayland ou à Vickers, peu importe.
eux, ils savent qu'il y a des extraterrestres ici. Les autres le cachent, les autres cachent ce truc-là à dessein au reste de l'équipage. Et du coup, eux sont là. Et comme ça donnerait même un rôle un peu plus ambigu aux deux, eux sont là pour faire une espèce de mission d'archéologie, découvrir des technologies. Et les autres le sauraient pas. Et à la limite, ça pourrait créer à un moment donné une source de tension supplémentaire. Ouais, mais c'est vrai que sur le coup, ça rendrait le personnage de Shaw et de Holloway, déjà le personnage de Shaw moins sympathique. Parce que sur le coup, ça veut dire qu'elle cache cette potentiel extraterrestre. Après, tu peux aussi dire que le personnage de Shaw est pas là pour. Et tu peux changer le rôle de ces personnages-là et faire que c'est autre chose. Sinon, mais. Oui. En fait, moi, ce que je me dis, c'est que garder le principe de la carte. Mais qu'on le découvre plus tard que ce truc existe et que c'est aussi une source de manipulation, ça rentrerait bien dans l'esprit de la franchise la Weyland essaye toujours de faire les trucs sous le tapis, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y aurait donc ils iraient sur une planète donc pour la terraformation, mais aussi en loose day pour enquêter sur faire de l'archéologie, peut-être découvrir une nouvelle espèce extraterrestre, un truc comme ça, enfin peut-être un nouveau peuple. Et surtout des technologies plus avancées. Oui, c'est ça, les technologies plus avancées qui peuvent être extrêmement utiles pour la Weyland et asseoir la domination de la Weyland. Ils arrivent et ils tombent sur... ils peuvent tomber sur l'espèce de grotte bizarre avec le... au même endroit, tu vois. Ça peut se garder, je pense. Le côté la grotte qui donne accès à la soute du vaisseau. Oui. Tout ce côté, ça, c'est une espèce de grand laboratoire de recherche qui est sur une planète déserte. Et c'est effectivement le truc que disait Idris Elba. Tu crées pas des armes de destruction massive sur ton monde quand ça peut détruire la planète entière. Oui, ça peut être juste une base pour, comme on dit, une base pour les un ingénieurs. Labo. Un labo, ouais. Ils tombent un petit peu sur ces sortes de sanctuaires, ils peuvent tomber sur des cadavres un petit peu comme on a vu dans Prometheus. Mais il n'y a pas forcément d'huile noire. Pour moi, j'enlèverais l'huile noire. Ouais, non, ça saute, ça n'a aucun sens, c'est relou. Ça n'a aucun sens. Parce que limite, en termes de destruction, ça peut être les xénomorphes, tu vois. Oui. Ça peut être que... ça peut être les xénomorphes ou... j'allais dire une espèce antérieure, ou en tout cas le xénomorphe serait la forme finale, mais non. Après, faut voir... Oui, après, tu peux te dire que eux les ont créés, mais qu'ils les ont jamais expérimentés, et que même et du coup, même les ingénieurs, en fait, seraient surpris par l'efficacité du truc. Ou alors, ils peuvent arriver et qu'il y ait déjà des xénomorphes formés, parce qu'ils se sont déjà retournés contre leur créateur, et garder le facehugger pour plus tard, pour faire une espèce de truc surprise dans le film. Oui, qu'on détourne le fait qu'il y ait le facehugger et après l'alien, qui est l'alien et après le facehugger, éventuellement. Ou alors, parce qu'il faut soit qu'il y ait déjà plus de space jockey ingénieurs dans la base en question, et donc à ce cas-là, qu'est-ce qui les a tués ? Et donc, si on garde le principe qu'il n'y a que les aliens, c'est déjà des aliens qui les ont tués. Ouais. Soit ils sont d'abord confrontés au Space Jockey. Pour moi, je pensais plus à ça. C'est que pour moi, ils sont d'abord confrontés au Space Jockey. T'as vraiment une rencontre un peu tumultueuse entre les deux. Et à la limite, tu peux te dire qu'il y en a qui se font capturer. Ouais, et ils deviennent le cobaye de la création des premiers xénomorphes. Par exemple, en tout cas, que Vickers se dit, on s'en fout, nous on est là pour terraformer la planète et puis basta, donc on va faire en sorte de les jarter, quoi, de les buter. Et là, tu pourrais très bien avoir des space jockeys qui se disent, en tout cas, qui vont continuer leurs expérimentations et peut-être lâcher justement le premier xénomorphe, par exemple, pour se défendre. Par exemple. Après, je sais pas, parce que pour le coup, la réaction de se dire on va les dégager pour quand même terraformer la planète me semble un peu trop. C'est pas. Oui, c'est peut-être un peu too much. Je suis d'accord. C'est too much dans le sens où la logique voudrait plus qu'on se dise en fait, c'est la merde, on se casse. Vu le personnage de Vickers qui veut avant tout, comme on disait, peut-être asseoir sa domination, etc. Oui, à ce moment-là, oui. Si voilà, et ne pas revenir, on a l'excuse.
Ouais, c'est ça, tu vois, Ouais. elle veut dire, je vais pas revenir les bredouilles, etc., sur Terre, etc. Oui, si on comme part j'ai- sur ce trait de caractère-là, effectivement, oui, ça Oui. marche. Voilà, là, ça pourrait fonctionner, ça pourrait créer des tensions. Tu aurais les autres personnages qui Les diraient, mais gens non, qui on se barre, voudraient quoi. partir, et en tout cas, ça pourrait créer un conflit. Mais Mhm. en fait, pour moi, il faut quand même qu'il y ait une raison vraiment technique qui les empêche de partir, qui vraiment fait que même une mutinerie ne leur permettrait pas de s'en aller. Oui, donc Et là, du sur- coup, le principe de la tempête, oui, le euh, principe de la tempête marche très bien. et en plus permet d'isoler des gens du vaisseau et du groupe, en fait. Oui, complètement. Toujours pour créer cette dynamique de, il y a des gens qui vont servir de proie, quoi. Oui, complètement. Bah, tu pourrais très bien en avoir des humains qui se sont planqués comme ils peuvent sur la planète, tu sais, Mhm. que t'as les space jockeys qui les cherchent. Tu vois, tu peux faire pas mal de choses comme ça. Donc, et sur le coup, tu peux vraiment partir sur pour les space jockeys, partir sur un délire beaucoup plus monstrueux, parce que là, ils ont pas la tête d'humain. C'est comme tu dis, c'est Oui, des... il n'y a pas le délire de c'est leur combinaison, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, ils ont cette gueule-là à la base, quoi. Et là, ce serait vraiment flippant, par contre. Donc en gros, t'aurais ça. Donc t'aurais les humains, le groupe d'humains qui ne peut pas partir, qui est en pleine mutinerie aussi contre Vickers et puis d'autres. Tu vois, Vickers, elle pourrait être soutenue aussi. Là, tu pourrais avoir le clan Vickers contre David. Tu vois, t'aurais le clan David et le clan Vickers. Vu que les deux sont dans une rivalité assez vénère et que David, lui, pourrait se dire, même par pure manipulation, comme c'est un pur manipulateur, il pourrait dire, lui, son intérêt, c'est de se dire, j'ai envie de choper du xénomorphe, etc., enfin faire l'expérimentation au laboratoire, etc. Mais il se dit, pour avoir la main dessus, il faut que je sois sympa et il faut que je sois avec l'équipe. Et puis il y a aussi Il faut un que truc, je sois pour me barrer. un truc à prendre en compte, c'est au final les 4 aliens, c'est toujours les prolos qui subissent ça. les conneries des grandes Qui entreprises. subissent tu vois. les décisions, en fait. Oui, complètement. Et l'androïde, souvent, c'est un peu l'agent infiltré. C'est ça. C'est ça. Donc Donc là, en fait, oui, que les gens, ils voudraient se retourner contre Vickers, que David, il le prendrait de facto comme quelqu'un qui est avec eux. Et en fait, David pourrait profiter de ça pour essayer, lui, de suivre son propre agenda. C'est ça, David ferait quand même partie des puissants, vu que c'est, on va dire, le fils de Weyland. Il pourrait se dire, comme ça, je les manipule complètement, je me fais passer pour un gars sympa, et je les manipule complètement pour avoir ce que je recherche, qui serait à peu près la même chose que Vickers en plus. Donc ça peut être assez intéressant aussi. Et puis là, au moins, on pourrait vraiment jouer sur la pure manipulation du personnage. Qui est quand même sous-côté, clairement, dans le film. C'est... Oui, enfin, sur le coup... c'est sous-exploité de ouf, parce que tu lui fais juste jamais confiance, quoi. C'est ça, tu vois, le seul truc qui fait un peu en tsum-tsum, c'est foutre une goutte dans un verre, tu vois. C'est ça, parce que le reste du temps, moi je le trouve très obvious en fait dans le film. Et même ce que je disais, c'est dans la scène où Shaw se réveille, son mec vient de se faire cramer et il lui dit qu'elle est enceinte d'un truc pas humain. Pour moi, il est sadique dans cette scène en vrai. T'as l'impression qu'il prend du plaisir à en rajouter une couche à chaque fois. Ouais. Même le moment quand il dit, quand elle vient de jarter le poulpe, etc., elle fait « Ah, vous en avez dans le ventre ». Pardon, mauvaise formulation. Mauvaise formule. c'est drôle, mais tu fais « Mais putain, t'es un salopard ». C'est ça, oui, c'est vraiment le concept du perso, quoi. Surtout quand on sait comment il finit dans Covenant, quoi. Oui. Ça, c'est un des trucs qui marche d'ailleurs un peu des deux films, c'est le côté David, c'est un connard. Oui. Mais voilà, pour moi, ce serait plus intéressant qu'on ne se rende pas compte de sa manipulation. Tu vois, c'est vraiment, je me dis, c'est plus... Mais en fait, tu peux te dire que de toute façon, sa manipulation, ça, tu peux te dire que ça fait partie de son programme et qu'au final, c'est juste... D'ailleurs, tu peux même faire un truc où il bosse pour quelqu'un d'autre. Oui. Il y a en tout cas, il y a plein de manières de faire en sorte que David soit un traître, mais il faut que ce soit un traître en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. Ça peut être un traître pour Vickers, etc. Et puis même le fait que c'est un androïde qui commence à développer des sentiments humains, tu sais, enfin, il commence à développer certains trucs humains, il pourrait juste se dire, je fais ça pour moi-même. Et ça pourrait d'ailleurs servir de jurisprudence pour les androïdes suivants, où justement ils vont les nerfer entre guillemets pour qu'ils puissent plus devenir autonomes à ce point. Et ça expliquerait par exemple le fait que dans Aliens,
ils parlent des inhibiteurs de comportement ou des trucs comme ça. Oui. Leur équivalent à eux des lois de la robotique, quoi. Oui, c'est ça. Donc comme ça, tu pourrais dire que le premier Android vraiment qui a pété un câble et qui est devenu extrêmement autonome et encore plus violent qu'on aurait pu l'imaginer parce qu'encore plus humain, bah, ce serait David. Et ça serait intéressant, ouais. Ouais. Du coup, après, faut voir comment on fait. Est-ce que il y a des gens, ils se font capturer par les Space Jockeys et ils se disent qu'ils vont les utiliser comme expérience pour leur facehugger, ou est-ce que ils tombent de manière complètement accidentelle sur l'endroit où ils font des recherches sur les facehuggers et en eux se faisant infecter, ça provoque la mort d'autres gens de l'équipage et ça met le chaos dans la base des Space Jockeys. Non, moi je pense que les ingénieurs ils maîtrisent totalement leur technologie, il n'y a pas de souci que c'est les humains qui foutent la merde tout seuls en fait. Parce que je pense pas que les ingénieurs ils ont envie d'avoir un xénomorphe tranquille, pépouze chez eux, même bien enfermé, tu vois. Donc je pense que c'est les humains qui, en essayant de foutre pour moi, la merde, c'est les humains qui découvrent accidentellement l'endroit où il y a les œufs. Et du coup, ils se font infecter, chestbusteriser et les aliens vont foutre la merde. Ouais, c'est ça, mais ou alors on pourrait vraiment faire quelque chose où il y a les Space Jockeys qui arrivent à capturer un ou deux humains et ils leur mettent un facehugger dans la gueule, tu vois, ils sont sous sédatifs, etc. Et après, ils les rebalancent dans le vaisseau humain. Tu vois, par exemple, comme ça, il dit bah tiens, boum, c'est bombe à retardement dans leur gueule, tu vois. De manière à tester eux-mêmes leurs armes chez les humains. Juste pour flinguer les humains, tu vois. Ouais, c'est ça, ils testent leurs armes chez des humains, et puis comme ça, au moins, ils disent voilà, chestbuster, et puis facehugger. Les humains ne se rendent pas compte qu'ils ont été facehuggés, parce qu'ils ils étaient sous sédatifs, etc. Et ils retrouvent dans le vaisseau, et là, comme dans Alien, bah, t'as les deux humains qui, chestbuster, etc., et c'est la merde dans le vaisseau, tu vois. Et là, ça peut être intéressant. Les deux pourraient vraiment se lier et devenir extrêmement violents, forcément parce que c'est des aliens et s'attaquent aux humains, mais aussi commencent à peut-être s'attaquer aux Space Jockeys, par exemple. Ouais, genre les humains, ils décollent pas, au final ils se reposent et du coup ça fout la merde. En tout cas, et peut-être même tu peux te dire, les humains essayent de profiter de la situation pour attirer les aliens dans la base de Space Jockey. Oui, voilà, c'est ça. Et là, sur le coup, ça pourrait provoquer la panique. Mais vraiment, tu sais, genre le dernier cours, une fois qu'ils se sont vraiment fait défoncer, quoi. Oui, c'est ça. Et que là, vraiment, ils peuvent plus rien faire. Et donc là, ils se disent, bah voilà, maintenant, on va essayer de retourner leur arme contre eux. Et là, ça pourrait provoquer la panique chez les Space Jockeys. Et donc la fuite du vaisseau avec les œufs, etc. Moi, je trouve ça, Charlie. C'est une manière de faire les événements, ouais, qui peut marcher, ouais. Ouais, qui peut se concorder, en tout cas. Et du coup, ouais, les gars évacuent. Et alors, est-ce que du coup, ça finit comme ça? Enfin, est-ce que les aliens commencent à se déchaîner dans la base des Space Jockeys? Il y a un gars qui décide d'évacuer. Et en fait, il y avait un facehugger à bord du vaisseau ou est-ce qu'il y a des gens qui se retrouvent eux aussi dans le vaisseau du Space Jockey? À la manière de plus de vaisseaux et on est livré à nous-mêmes comme à la fin de Prometheus. Pour moi, limite, il pourrait y avoir... Parce qu'il y a toujours ce truc de à la fin, il faut que le vaisseau s'écrase sur la planète et que le gars il se soit fait exploser le torse par un... Oui. Après, comme on en avait parlé avant, il était fossilisé, le mec, limite, dans Alien, donc ça peut pas être le même. Bah, oui, mais du coup, c'est pas ça qu'on raconte. Enfin, le but, c'est pas de terminer sur le vaisseau qui s'écrase sur LV-426 ? Si. Enfin, pour moi, oui. Parce qu'après, on peut se dire que de la même manière, ça s'est passé des années avant, mais que c'est à partir de ce moment-là que ça a créé chez Weyland cette envie de découvrir cette espèce-là. Et comme sur cette planète-là, tout a été détruit, le seul moyen de retrouver, c'est de tracer ce signal-là, et que ce serait pour ça qu'ils prennent des années avant de le retrouver finalement. Ouais, ok, ouais. Non, n'empêche, je trouve ça bizarre dans leur univers, parce que en gros, ça veut dire que au moment de Prometheus, ils n'avaient pas encore colonisé l'espace, et que 30 ans après, ils ont des trucs un peu partout.
Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Ah non, mais il a totalement tout retcon en fait. Parce que du coup, je suis parti regarder, c'est même pas le même Weyland en fait. Oui, c'est pas le même Weyland. C'est pas le même Weyland. Je crois qu'il s'appelle pas Charles Weyland, il porte un autre Peter, mais du coup, c'est lui Weyland. qui a fondé la Weyland Company. Oui, mais il me semble qu'il y avait un truc comme quoi les Alien vs Predator étaient pas du tout canon. Ah non, ils sont pas canons, mais même Alien 3 ou 4 ne sont pas canons dans le truc. Bah, même le 2 d'après Ridley Scott, il est pas canon. Parce que de base, les Alien vs Predator ont été faits avec la volonté d'être dans la continuité, et c'est pour ça que ça se passe avant d'ailleurs. Oui, c'est ça. Parce que justement, le scénario de base se passait sur une colonie dans un contexte à la Aliens. Oui. Mais le truc, en fait, c'est que et c'est là où je trouve ça colle pas trop avec le premier, c'est que dans le vaisseau qui est sur LV-426, il y a déjà des œufs dans la soute, tu vois. Oui, il y a des œufs dans la soute. C'est pas des vases de liquide noir, c'est des œufs, tu vois. Mais après, peut-être que sur le coup, l'alien qui est sorti, on va dire, si vient le xénomorphe vient du Chestbuster, ça peut être une reine alien. Alors justement, le bail, non, ça ressemble plus à un entrepôt en fait, la soute. Les œufs dans la soute. Pardon, vas-y, continue. Le bail en fait avec la soute, c'est que t'as une espèce de brouillard avec un laser au-dessus qui est censé garder les œufs en stase. C'est comme ça qu'ils sont là stockés depuis je sais pas combien d'années en fait. Putain, oui, c'est et vrai, c'est quand eux passent à travers la brume en fait, le laser, que ça réveille les œufs. Bah, c'est pour ça que la théorie la plus considérée, c'est qu'en fait c'était un stock d'œufs qu'ils avaient eux-mêmes fait et qui était un stock d'armes expérimentales. Oui, c'est ça. Donc, donc très clairement, ça pourrait être, comme tu dis, ça pourrait être vraiment ce vaisseau-là, un stock d'armes. Ce vaisseau se dit, bon, maintenant qu'on sait que ça fonctionne, ça pourrait être ça, hein, ça pourrait être des space jockeys qui se sont dit, tiens, on a testé sur des humains, ça fonctionne, eux ils viennent de quelle planète? La Terre? Ok, on y va. Et là ils partent avec le vaisseau et le stock, par exemple. Tu vois, ils se disent on va partir sur Terre avec le stock d'œufs, etc. pour coloniser la Terre et puis la détruire avec nos œufs. Voir ce que ça fait à grande échelle. C'est ça. Parce est-ce qu'on prend en compte tous les autres films en fait? Parce que du coup, même dans Predator 2, ça prend en compte... Oui, il y a un crâne d'alien dans le vaisseau des Predators. Mais bon, sur le coup, c'est plus un easter egg qu'autre chose, quoi. C'est pas, il est pas considéré comme quelque chose de comme si c'était dans la même continuité, parce que, Oui, parce que là-bas, c'est un hommage au comics qui est sorti la même année. Mais... Oui, voilà. Donc, pour moi, faut considérer les Aliens 1, 2, 3, 4. Et c'est tout, en fait. Pour moi, en soi, faut considérer le premier et c'est suffisant. Oui, voilà, c'est ça. Faut considérer le premier point de vue qu'on y laisse après, et pour les propriétés de l'alien, oui, tu prends toute la tétralogie. Voilà, donc, pour moi, ça pourrait être ça, c'est qu'ils ont enfin pu faire les tests sur des humains, et ils se disent, on va le tester à grande échelle, vas-y, on prend le vaisseau, on va avec tout notre truc d'eux, et là, tu pourras avoir les humains qui se chauffent, ou etc., qui se disent, ok, là, sur le coup, comme dans Prometheus, ils disent, s'ils partent, on n'a plus de planète. Donc, il faut faire en sorte de l'arrêter. Mais du coup, ils se disent que peut-être le seul moyen de l'arrêter, ce serait de libérer un œuf d'alien pour qu'il le contamine. Comme eux, ils savent pas ce que ça fait ou quelque chose comme ça. Enfin, de toute façon, entre guillemets, pour moi, le meilleur moyen de finir et garder une structure, ce serait, il y a des humains sur le vaisseau au moment où il part, donc potentiellement Shaw et David, et peut-être d'autres, ça dépend ce qu'on fait de David à la fin. Le Space Jockey se fait contaminer par un facehugger, ça libère un alien, et comme il reste rien de tout ça dans le premier alien, le quatrième acte, ce serait que eux essayent d'évacuer le vaisseau avec une capsule de sauvetage de ce vaisseau-là, et ça. Que comme dans tous les quatrièmes actes d'Alien habituels, l'alien les a suivis et il se crache ailleurs avec l'alien, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'alien malgré le Space Jockey. Il n'y a pas d'alien ni de traces d'humains au final. Ni de traces d'humains. Ou alors ça peut se passer ailleurs sur la planète et oui, parce que la planète, on l'a pas vu, mais ça nous donnerait l'occasion de voir un alien, ce que ça pourrait donner un alien sorti d'un Space Jockey. Un alien issu d'un Space Jockey, ouais, donc ça en gardant. Ça peut être super rigolo, ouais. Mais je crois d'ailleurs que c'est plus ou moins parce que j'essaye de pas trop faire de référence à ça, mais je crois que c'est plus ou moins le setting de Alien
du script d'Alien Engineers, c'est que le premier Alien, je crois qu'il s'appelait le Beluga Xenomorph, et comme il sortait d'un ingénieur, il était énorme. Oui, je me souviens de ce truc-là, que c'était vraiment un, je sais plus, c'était un super morph ou je sais pas quoi, je sais plus quel nom ils avaient donné. C'est Beluga, normalement. Et en gros, parce qu'il avait la peau super blanche comme les ingénieurs, et ça ressemblait pas mal au néomorphe de Covenant, mais en beaucoup plus gros, de ce que j'avais pu voir. Parce que je crois qu'il y a des concept art. Alors que le Deacon, il est complètement noir, tu vois. Ouais. Oui, ce qui n'a pas de sens. Et tout petit. Mais il est tout petit, mais en même temps, il sort à cette taille-là. Oui, mais... Ça se trouve maintenant sur la planète, t'as un truc énorme qui se promène et qui est tout seul. Ouais, voilà, alors que bon, il devrait pas être noir, vu que sur le coup, t'as l'ingénieur qui est tout blanc, le poulpe qui est tout blanc, tu te dis, bon, là, niveau ADN, normalement, il devrait faire un xénomorphe blanc. Après, ça dépend. Tu regardes dans le premier Alien, de toute façon, le xénomorphe, il est gris plus ou moins. Oui, c'est vrai. Ça, c'est pas important, mais c'est vraiment le beluga. Je crois que c'est juste parce que du coup, ça faisait un gros truc tout blanc. Je crois que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Oui, c'est ce qui est rigolo d'ailleurs. Et ça ressemblait du coup au néomorphe qu'il y a dans exactement. Dans ouais. Oui, il ressemble beaucoup quand je suis devant les concept art, ça ressemble beaucoup. Ouais. Et là, ouais, ça pourrait vraiment faire un quatrième acte. Assez taré, quoi, où vraiment ils se battent, le Shaw et David se battent contre un xénomorphe Space Jockey qui serait beaucoup plus gros, vu la taille du Space Jockey. Après, est-ce que sur le coup, les deux personnages survivent ? Bah, à la limite, peut-être que David survit. Ouais. Soit qu'il survit, soit qu'il est en tout cas dans un état suffisant pour qu'on puisse récupérer sa mémoire et voir parce qu'il faut qu'il sache à la fin que les aliens existent. Oui. En fait, c'est toujours ça, il faut boucler. Et à la limite, justement, le délire comme lui, il est devenu très indépendant comme androïde, à la limite, il le récupère, même ils peuvent le récupérer encore conscient, se rendre compte qu'il a plus du tout, il est devenu, entre guillemets, presque humain ou quoi, et justement le foutre à la casse, mais... créer un protocole pour que les autres androïdes soient moins indépendants que lui, et en même temps ils savent que l'alien existe. Oui. Donc ouais, on pourrait très bien terminer à la toute fin sur lui qui envoie un message ou un truc comme ça pour dire de venir le récupérer, quoi. Mais on peut tout à fait aussi faire un truc où Shaw survit. Ouais, qu'il y a au moins un survivant à chaque fois, tu vois. C'est la survivante. À la limite, non, ça peut même être elle qui dit que David a fini par péter les plombs, qu'il est un peu responsable de ce qui s'est passé, et prévenir que l'alien existe. Mais en fait, la compagnie, une fois qu'elle l'a appris, décide que en fait, elle veut ce truc-là. Mais après, Shaw peut très bien ne plus jamais être concerné par cette histoire. Oui, parce qu'au final, ça peut soit ils arrivent à se barrer via une capsule, soit vraiment ils finissent eux aussi sur LV-426 contre le xénomorphe et essayent d'envoyer un message à la Weyland pour dire ok, ça existe, etc. Et la Weyland, en apprenant ça, disent bon bah ok, on va aller chercher l'alien, mais ils s'en foutent complètement de Shaw et de David, ils les laissent crever et point barre. Par exemple. Oui aussi, oui. Ça peut être après, ça, on le verrait pas, ça sera film, juste on leur dit on vient vous chercher, et puis... Oui, et puis tu sais, tu peux faire un truc pété, genre le mec qui demande si les spécimens ils sont vivants, et eux ils se rendent compte qu'en fait, genre quatrième acte, tu vois, ils se rendent compte qu'en fait la compagnie elle veut venir récupérer ça, et du coup ils décident de tout cramer, tu vois. Oui, par exemple. Ouais. Oui, par exemple, c'est carrément une idée. Ouais. Pour directement montrer l'attrait de la compagnie pour ces trucs-là, ils voient que ça les intéresse beaucoup trop et ils décident de... Ou alors justement... ça peut être la source du... Parce que David est obligé d'obéir à ça et Shaw doit le combattre. Oui. Enfin, après, non, quoique... Ouais. Enfin, c'est une idée, mais... Bah, en fait, tu peux avoir justement une scène finale où David, lui, est pris entre ses ordres donc de robots qui lui sont donnés en disant il faut que tu protèges le spécimen, que tu protèges le xénomorphe, etc. pour la compagnie. Et l'autre côté, bah, l'attachement qu'il peut avoir pour Shaw, parce que tu sens qu'il y a quand même un attachement qui se développe entre les deux. Et donc là, tu pourrais avoir une sorte de combat intérieur, tu sais, de lui-même, où là, il sait pas trop quoi faire. Et là, il pourrait décider de, bon, vas-y, on crame le xénomorphe et point barre, tu vois. Ça peut être intéressant.
Mais ça, après, Ouais. mais ça, à mon avis, soit c'est peut-être un petit peu trop. Ouais, mais c'est pour ça. Ou alors vraiment, il pète un câble et il se dit non, bah je bute Shaw et puis il veut garder les xénomorphes. Bah moi je serais pour que Shaw elle survive à la fin quand même, tu vois. Moi, j'aimerais bien qu'elle survive, personnellement. Parce qu'en général, il n'y a pas de raison qu'elle survive pas. Il y a toujours un survivant à la fin, même si c'est pas forcément Ripley, d'ailleurs, dans Alien. Oui. Mais il y a toujours quelqu'un qui survit. Oui. Et Oui. du coup, ouais, moi, Shaw, je vois pas pourquoi elle pourrait pas survivre. Et si Oui, c'est c'est vrai. toujours Ripley d'ailleurs. Hein. Non, dans Alien 3, c'est pas elle, c'est le Ah oui. dernier prisonnier. Ah oui c'est vrai, c'est celle qui survit pas, ouais. Ouais, bah se jette dans la Elle lave. meurt, mais par contre, le gars qui l'a aidé à sauter, lui, survit. Oui. Le gars qui a déplacé la plateforme pour qu'elle soit au-dessus de la cuve, lui, il survit à la fin. T'as un plan de lui qui, au moment de sortir, tourne la tête, regarde ce qui reste et il sourit, je crois, ou il rigole et il part après. Ouais. Ok, ouais. Du coup, pour moi, ouais, en fait, il faut pas que ce soit. Et puis parce qu'il faut se débarrasser de David, voilà. Oui. Mais pour moi, il faut qu'il y ait un survivant à la fin, vraiment. Ouais, donc ça pourrait être juste Shaw qui pourrait buter David qui a pété un câble, par exemple. Parce qu'il veut à tout prix. En fait, tu as David qui va commencer à vraiment montrer son vrai visage et qui commence à être comme son père, en fait. Et même un peu comme sa sœur, entre guillemets, Et où comme vraiment Vickers, il veut aussi avoir le pouvoir, presque, tu vois. Ouais, et il se dit que exploiter l'alien, ça peut être un bon moyen de ça, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Et donc là, Shaw serait obligé de se défendre contre lui. Et voilà, ça peut être pas mal. Par exemple. Ok. Ok, bah c'est plutôt pas mal là. On commence à avoir un scénario un peu solide, ouais. En tout cas, il y a suffisamment de pistes, en tout cas. Ouais. Bah c'est ça, ou en tout cas vraiment quelque chose qui nous permettrait d'aller un peu plus loin dans le truc et de bien retomber sur nos pattes pour lancer le premier Alien. Ouais, parce qu'en fait, pour moi, c'est ça le plus important, c'est vraiment qu'à la fin, il y ait le setting d'Alien qui soit fait, qu'on se dise pas, il faut encore un autre film. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Après, c'est vrai que j'ai toujours bien aimé aussi, on en avait déjà discuté, Michael Owen, je crois que c'est dans les comics ou dans les bouquins, que le sang acide de l'alien, c'est un moyen de défense contre ses propres prédateurs. Donc t'as envie de dire que ça veut dire que l'alien a des prédateurs, que le xénomorphe a des prédateurs. Et ça, je me suis dit, ça aurait pu être aussi intéressant à développer, par exemple. Ouais, mais ça impliquerait du coup que l'alien soit pas créé par les Space Jockeys, mais que ce soit une espèce qu'ils ont domestiquée, soit une espèce qu'ils ont découverte et qu'ils ont clonée, copiée, modifiée. Ce qui peut être pas mal aussi dans le genre. Hein. Ça peut être pas mal aussi dans le genre, mais ça demanderait plus de... Enfin, dans un seul film, c'est un peu compliqué. Ou alors, faut vraiment l'intégrer dans leur truc. À ce moment-là, tu dis que c'est un endroit où ils expérimentent des créatures qu'ils ont découvertes et qui pourraient faire une bonne arme. Oui, c'est ça. Mais et en du tout coup, cas, parce que là, tu regardes leurs œufs ressemblent plus à... Enfin, pour moi, j'ai toujours plus l'impression que c'était un élevage. Tu sais. Oui, mais ça peut être un élevage de créatures créées artificiellement. Oui. Mais... Après, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'à ce moment-là, si on part là-dessus, ça... Ouais, c'est quelque chose qu'il faut établir et à la limite... Après, ça fait bizarre parce que ça dresse un parallèle entre les Space Jockeys et la Weyland-Yutani, dans le sens où la Weyland-Yutani voudrait reproduire ce qu'ont fait les Space Jockeys en exploitant ces créatures-là. Après, ça peut aller avec la thématique de force de la nature que personne ne peut contrôler. Ils ont essayé de le faire, ils y sont pas arrivés. Oui. Les humains veulent essayer de le faire et ça a les conséquences qu'on connaît. Oui, voilà. Ouais. Ce qui peut être assez intéressant aussi. Donc, comme thématique. Ça ferait très Jurassic Park comme thématique, du coup. Ah, C'est encore la thématique du contrôle. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est pas mal parce que même dans Alien 4, t'as aussi ce truc-là de contrôle, etc. Dans Alien 4, ce qui est intéressant, c'est qu'Alien 4 traite la situation et si des humains avaient réussi à récupérer un spécimen. Après, c'est traité de la manière qu'on voit, mais voilà. Après, je crois dans Alien 4, il y a une histoire comme quoi on te dit que les aliens issus de Ripley sont plus intelligents que des aliens normaux. Oui, c'est vrai. Bah, ils peuvent nager, etc. Donc c'est quelque chose qui... Ça, nager, on ne sait pas parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à la possibilité, mais je crois que le simple fait
le délire d'apprendre et le délire de se débarrasser d'un des leurs pour utiliser le sang acide, je crois que je crois qu'il y a un délire ou alors c'était juste dans le script de base, mais il y a un délire comme quoi ils ont récupéré de l'intelligence humaine parce que Ripley c'est un clone, la Ripley du 4 c'est un clone, mais du coup c'est un avec du sang alien un peu. Du coup la reine alien techniquement c'est pas une reine alien originale, on va dire, c'est une reine alien où son ADN est mêlé avec celui de Ripley. Enfin, après, c'est d'autres sujets, ça, mais ouais. Mais oui, la thématique du contrôle, elle pourrait être intégrée à ça. Et ça pourrait même être une source de discorde. Il y en a qui disent, ouais, mais on pourrait s'en servir. Et d'autres qui disent, ouais, mais eux-mêmes n'arrivent pas à le contrôler correctement. Oui, c'est ça. Et moi, en tout cas, je pense que ça pourrait être vachement intéressant que ça soit pas forcément une pure création des Space Jockeys, mais que ils ont essayé de les dompter, de les contrôler, et puis d'en recréer d'un extraterrestre de base. Et que donc sur le coup ça voudrait dire que il peut quand même y avoir des prédateurs, des chasseurs de xénomorphes. Pour moi ça ajouterait quelque chose en plus dans la mythologie qui serait, ce serait hyper excitant à voir, de dire putain, tu veux dire que ce truc, ce monstre, cette arme de destruction massive, cette arme surpuissante a un prédateur. Moi je trouve que ça ajoute de l'angoisse dans l'histoire. Oui. Tu peux te dire, j'aimerais pas voir la créature qui est... Après, ça peut être un prédateur, mais au sens surtout un rival, on va dire que... Oui. C'est pas forcément une créature qui les domine complètement, une espèce qui les domine complètement, mais oui... Oui, ça ouvre des perspectives intéressantes en termes d'univers, oui. Ah ouais, c'est ça, et puis au moins, ça apporterait aussi quelque chose de nouveau dans la mythologie alien, parce que c'est vrai que Alien, il y a toujours un peu le même principe, etc. Même s'ils ont essayé d'évoluer et tout dans leur manière de le raconter, etc. Mais à chaque fois, dans chaque épisode, ils ont apporté quelque chose de nouveau à la mythologie. Donc là, je me dis que ça peut être pas mal pour le préquel. Voilà. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il reste 1 minute 30 ? Donc, est-ce que vous voulez rajouter un petit dernier truc ? Pas spécialement. Il y a déjà beaucoup de choses à traiter là. Ouais. Mais après, rajouter quoi ? Tu veux dire un élément pour le fluff ou un truc comme ça ? Ouais, c'est ça, ouais, un élément pour l'histoire, etc. qui vous ferait plaisir. Moi, je veux qu'il y ait un spotlight sur Idriss Elba. clairement, t'as un Idriss Elba, tu le sous-exploites comme ça, c'est indigne. C'est criminel. Il faut qu'il fasse partie de l'expédition de fin. Il faut qu'il soit sur le vaisseau aussi. Et qu'il ait une mort stylée contre le xénomorphe. Moi, je veux qu'il crame de l'alien. Je suis désolé, je veux qu'il crame de l'alien. Il faut qu'il ait une scène de mort stylée contre le xénomorphe qui est issu de l'ingénieur. Il se sacrifie pour le tuer. Et après, il reste plus que Shaw et David. Moi, je dis, pour avoir un vrai spotlight Idriss Elba. Ouais, de ouf. Je suis totalement d'accord. Et avec un cigare. De ouf. Vraiment, un truc un peu à la Predator, tu sais. Moi, je le vois bien comme ça. Voilà, ça c'est mon ajout pour le fluff s'il faut rajouter un truc. Ok, ça me va. Et toi, David ? Honnêtement, comme je dis, on s'est débarrassé du message créationniste. Moi, c'était vraiment le premier truc truc qui me saoulait le plus, tu vois. Et on fait pas commencer le film dans les 10 dernières minutes. Genre, je peux rien demander de plus, en fait. Ouais. Honnêtement... Ah bah... Parfait, on arrive sur les 1 heure. Oh là là, ce timing est incroyable. Je sais pas si tu veux quand même rajouter un petit dernier truc, David, au cas où, vu que le minute t'a coupé. J'aurais dû y penser. Qu'est-ce qui manque à ce film pour qu'il soit vraiment... pour que tu kiffes. On n'a pas de tension, tu vois. C'est vraiment, il nous faut de la vraie tension, mais après, on a déjà rajouté des trucs. Ça, c'est à développer avec les idées, mais c'est vrai qu'il faudrait une scène choc, en fait. C'est ça, il faut vraiment un truc où vraiment tu passes de « Ah, c'est marrant » à « Ah, je vais peut-être pas dormir ce soir », tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Parce que là, on a les grandes lignes, mais c'est vrai qu'on n'a pas de scène précise. Mais après, c'est normal. Oui. Là, on a la forme de base, quoi. Ok. Bon, bah écoutez, moi, je trouve que c'est plutôt bien, là, ce qu'on a. C'est chouette. Écoutez, je pense qu'on peut arrêter là. Là, en tout cas, on a vraiment plein de belles idées pour faire une bonne préquelle à Alien. En tout cas, merci à vous, messieurs.
Mais de Merci rien. à toi. Voilà, mais Merci de l'invitation. Ah bah merci. Merci à vous, c'était très sympathique, moi j'ai beaucoup aimé et c'est bien, on a trouvé plein de chouettes idées, donc moi je suis très content. Donc on se retrouve, donc si vous êtes chaud après pour d'autres podcasts, n'hésitez pas à venir, moi en tout cas moi je suis toujours chaud. Avec plaisir. Et peut-être pour un Alien Covenant, peut-être ça pourrait être intéressant de vraiment faire de la réécriture d'Alien Covenant. Faire de la réécriture d'Alien Covenant pour le coup en tant que suite de Prometheus. Oui, complètement, je suis totalement d'accord, pas faire une Peut-être suite plus de ce que qu'on a comme fait là, préquel mais... à Alien, mais comme comment la suite de Prometheus elle aurait pu apporter des réponses ou un truc qui aurait fait que Prometheus aurait été moins vain. Oui. Parce Totalement que c'est d'accord. aussi Alien Covenant qui détruit tout ce que Prometheus a tenté d'installer. Oui, complètement. C'est Alien Covenant, c'est le Star Wars 9 de Prometheus. c'est terrible. Mais voilà, on pourra essayer. Mais en tout cas, moi, je suis chaud pour Alien Covenant en tout cas. Et je pense que David aussi, t'es chaud. Avec plaisir. J'avais l'intention de me le remater justement pour me remettre me remettre la catastrophe en tête. Ah bah parfait. Bah on essaiera de s'organiser ça alors. Ça pourrait être une bonne une idée de séance avec des gens qui s'énervent en regardant le film. C'est ce qu'on fait parfois. C'est vraiment juste à se mater des films de merde. C'était un peu ce qui s'était passé quand on allait le voir au cinéma, mais comme on était au cinéma, on pouvait pas trop gueuler. Mais on avait envie, putain. Qu'est-ce qu'on avait envie de gueuler, bordel. On a eu le même truc avec Terminator Genesis. On avait envie de gueuler aussi. Non, le plus drôle, c'était sur Terminator Dark Fate où tu as, dès le début, fait un énorme doigt d'honneur à l'écran. Dès l'intro. À la fin de la première scène, je t'ai vu lever un grand bras, un doigt d'honneur gigantesque à l'écran. C'est bon pour les gens qui veulent pas écouter Terminator Dark Fate, qui veulent pas se persuader, c'est John Connor qui se fait buter par le Terminator. Ah oui, qui se mais fait après, buter d'un point par de vue technique, T800. cette scène est très impressionnante. Ah oui, d'un point de vue technique, ça rend très bien, mais d'un point de vue, bon bah voilà, c'est bon, c'est débarrassé de Terminator 2. C'est vraiment, c'est un an après. Ah bah en fait, John Connor il se fait tuer comme une merde. Tu fais mais what? Après, c'est une très problématique. Son seul bon point, c'est qu'il est moins pire que Genesis. C'est ça, moi c'est Ouais. en tout cas ce que je disais, mais on n'était pas d'accord avec François en sortant du film, lui trouvait qu'il était pire et moi pas. Nah. Non, justement, c'était l'inverse. Non. Moi, Dark Fate, je trouvais qu'il était meilleur que Genesis. Non, à un moment donné, enfin, il y avait un truc où justement on n'était pas d'accord. Toi, au départ, tu trouvais qu'il était pire. Ah non, pour moi, non. Pour moi, Dark Fate était quand même, je trouvais, pas ouf, mais je trouvais meilleur que Genesis. Pour moi, c'était toi qui justement préférais Genesis. Ah non, moi parce j'ai que- jamais dit ça, non. Non, Moi, parce que tu justement- disais qu'au moins il tentait quelque chose. Voilà. Oui, après oui, mais non, moi je trouve justement, moi je trouve que Dark Fate il relativise juste les trucs de les doigts d'honneur sont pas aux mêmes endroits en fait Non, dans les c'est films. clair. C'est Genesis, je trouve que Genesis a ce plus de serait d'honneur. ce serait un épisode à réécrire aussi. Oui, Ah mais de toute Genesis, façon, j'avais prévu de me dire, vas-y, on écrit juste la suite de Terminator. C'est vraiment... Ah oui, après Terminator 2, tu veux Oui, dire. voilà, c'est ça. On écrit la suite de Terminator. C'est parce Vu que visiblement, il faut reprendre après Terminator 2 à chaque fois. Bah, c'est parce que sur le coup, Terminator 3, tu te dirais, bah, ça se termine avec la fin du monde. Donc, ça veut dire que si tu écris la suite de Terminator 3, ça serait... Salvation, ouais, mais... Voilà, c'est ça. Donc, je suis au moins, d'accord. tu dis que Terminator 2, c'est la bonne base pour partir sur autre chose, quoi. Bah en fait, Terminator 2, c'est la bonne base pour sans arrêt refaire un film sur un robot qui remonte dans le passé. Oui, c'est ça. Mais, C'est juste que Terminator 3 fait que ce truc-là n'existe plus. Voilà. Mais, Enfin, on est parti sur autre chose. On est parti sur autre chose, c'est pour ça que je vais arrêter maintenant. On va reprendre la discussion après en privé. Oui. Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup à vous deux et merci aux auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube, enfin tout le bazar. Et voilà. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, un nouveau podcast. Voilà. Ciao à tous. Bye. Ciao.